Regardez autour de vous. Chaque trottoir que vous empruntez, chaque lampadaire qui éclaire votre route, chaque école, chaque hôpital, tout ça, c'est de la dépense publique. Mais parmi ces dépenses, il y en a une qu'on ne voit jamais, une qu'on ne ressent pas tout de suite. Et pourtant, elle pèse des milliards chaque année. Parler des dépenses publiques, c'est forcément parler de la dette publique. Mais ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle joue un double rôle. En effet, depuis 50 ans, l'État dépense plus qu'il ne perçoit en recettes. Et pour combler cet écart, il emprunte sur les marchés financiers. Mais dans le même temps, cette dette est aussi un poste de dépense à part entière, car l'État doit consacrer une part de son budget au paiement des intérêts. C'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Cette dernière atteindra 55 milliards d'euros en 2025 et pourrait devenir un véritable fardeau en passant à 72 milliards en 2027. Une somme supérieure au premier poste des dépenses publiques, l'éducation, dont le budget est prévu à 63 milliards dans le projet de loi de finances de 2025. Ainsi, on constate qu'une part substantielle, voire essentielle, du budget de l'État est absorbée par le remboursement de la dette. Mais dans quelles dépenses investir ? L'éducation ? Car d'après Nelson Mandela, aucun pays ne peut se développer réellement si ses citoyens ne sont pas éduqués. C'est ce qu'a bien compris la Corée du Sud, qui, il y a 60 ans, avait un PIB comparable à celui du Ghana. Elle est aujourd'hui devenue l'une des économies les plus avancées dans le monde grâce à une population éduquée et qualifiée. Ou peut-être les infrastructures stratégiques, qui permettent une mobilité durable et une chaîne d'approvisionnement résiliente qui pourrait éviter une rupture de matières premières. Il y a aussi l'énergie, qui est un investissement essentiel pour pallier à la demande croissante et à la raréfaction des ressources. Ah oui, encore les dépenses sociales par exemple, comme celles de santé, dédiées à la prévention ou à l'amélioration d'infrastructures hospitalières. Elles permettraient de réduire les coûts futurs liés aux pathologies lourdes et augmentent la productivité de la population. C'est d'ailleurs ce que préconise le rapport sur l'avenir de l'Europe de Mario Draghi, où l'Union européenne doit répondre à des besoins colossaux d'investissement. Face à une telle ampleur, il affirme qu'il est indispensable que cet emprunt soit commun à l'Union, afin de mutualiser l'effort financier. Dès lors, comment distinguer le bon du mauvais usage de la dette dans le cadre de la dépense publique ? Un des critères les plus populaires, expliqué par Olivier Blanchard, ancien chef du FMI, est que si le PIB croît plus vite que la charge de la dette, alors la dette n'est pas un poids sur l'avenir. C'est le concept du multiplicateur keynésien des dépenses publiques. Mais si le rendement, la croissance, est plus faible que les coûts, le taux d'intérêt, alors le risque est qu'une trop grande part du budget soit captée par la charge de la dette, menant les États à arbitrer entre rembourser et investir. Ce fut le cas de la Grèce, qui n'a pas dynamisé sa croissance et l'a conduit à la crise de 2008. Sous la pression des créanciers internationaux et des institutions européennes, le pays a dû mettre en place des politiques d'austérité sévères, hausse des impôts, coupes budgétaires. En d'autres termes, les choix court-termistes d'hier ont restreint la capacité d'investissement d'aujourd'hui, forçant la nouvelle génération à supporter le poids des décisions passées. Mais pourquoi ne pas simplement attendre d'avoir l'argent avant de le dépenser ? Parce que certaines dépenses sont urgentes, indispensables et ne peuvent pas être reportées. Prenons l'exemple de la transition énergétique. Ne pas agir coûterait bien plus cher que d'agir maintenant. Ainsi, dans son rapport, Nicolas Stern, ancien vice-président de la Banque mondiale, estimait en 2006 que le coût de l'inaction pourrait atteindre 20% du produit mondial brut par an, alors qu'une action bien menée coûterait seulement 1 à 2%. Idée confirmée plus récemment dans le rapport Les incidences économiques de l'action pour le climat par Jean Pisani-Ferry, qui met en garde contre l'idée que la dette publique est le problème majeur de notre époque, la dette climatique étant bien plus dangereuse. Le problème est que le rapport montre qu'en matière climatique, les investissements ont un taux de retour assez faible, ce qui entraîne une période d'amortissement longue. Par exemple, 48 milliards par an seraient nécessaires pour réduire de 40% les émissions des bâtiments résidentiels et tertiaires d'ici 2030. Le rendement de cet investissement n'apparaît qu'après une vingtaine d'années au minimum. Cela décourage l'investissement privé, d'où le rôle essentiel de la puissance publique, et donc de la dette, car cette dernière permet d'étaler les coûts sur plusieurs générations. Notons donc que la notion de bonne dépense publique se dessine. L'exemple de la Grèce montre qu'une dette orientée par une vision court-termiste pèse sur l'avenir, tandis que la transition énergétique illustre qu'un endettement à long terme dans un investissement productif peut s'avérer payant. Cependant, les choix budgétaires sont souvent dictés par des pressions politiques à court terme. D'après le prix Nobel James Buchanan, père de la théorie du public choice, les gouvernements privilégient la dette pour financer des politiques populaires sans impact immédiat, reportant ainsi les coûts sur les générations futures, créant un biais en faveur du déficit. À travers le prisme de l'endettement public, nous avons vu qu'une dépense publique financée par la dette doit être étalée dans le temps pour ne pas peser sur une seule génération, commune pour mutualiser l'effort,
forte pour être à la hauteur des enjeux, réfléchie pour générer un retour sur investissement et rapide car ces dépenses ne peuvent plus attendre pour préserver les générations futures.